Hey, salut à tous, ici Serac, et aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire du crayon. L'histoire du crayon remonte à l'Antiquité, mais vu que c'est un énorme foutoir, nous allons directement passer au Moyen-Âge. À cette époque, le crayon moderne, tel qu'on le connaît de nos jours, c'est-à-dire entouré de bois et constitué de graphite, du moins dans sa très grande majorité, n'existait alors pas. À la place, on utilisait alors ce que l'on appelle des pointes de métal, généralement constituées de plomb ou d'un alliage de plomb ainsi que d'autres et divers métaux par la suite. Les écrits et dessins réalisés avec ces dites pointes ne sont alors pour la plupart pas destinés à être conservés, ce à l'instar des documents plus importants écrits pour la plupart du temps avec de l'encre plus résistante. Les pointes servant en fait la plupart du temps à tracer des croquis dont les traits sont ensuite repassés avec de l'encre pour donner le dessin ou l'écrit final. Pour ce qui est de la conception de ces mines, celle-ci est en fait assez simple, le plomb ou l'alliage étant en fait généralement coulé dans un moule en pierre qui donne la forme de la mine et de sa tête qui peut être décorée d'un motif religieux ou floral et qui est ensuite refroidie pour être prête à l'utilisation. Bref, au fil des siècles, diverses expérimentations ont lieu sur ces dites pointes, notamment pour améliorer leur résistance. C'est ainsi que l'on insiste à la naissance des premières mines entourées de bois afin de renforcer celles-ci. Par la suite, à la Renaissance, les mines constituées d'argent prêtent quant à elles la tête dans le dessin chez les grands artistes, avec aussi ce qu'on appelle en parallèle la pierre noire, qui provient en fait d'ampélite, c'est-à-dire un caillou foncé. Mais le plus grand moyen d'écriture préféré et aussi le moins cher reste tout de même encore la plume et l'encre, relativement facile d'utilisation et résistant. Le crayon restant quant à lui plutôt délaissé au niveau des avancées technologiques. Enfin, technologie c'est bien un gros mot pour ce que c'est. Mais à la fin du XVIe siècle, un nouveau venu fait son apparition dans la liste des matériaux, le graphite. Alors c'est aussi un caillou foncé, mais lui il est mieux. C'est parce que je suis trop noir, c'est ça? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Utilisé massivement après la découverte d'une énorme mine de graphite en Angleterre en 1564, celui-ci est tout d'abord prénommé plombagine, nom signifiant une sorte de plomb, car concrètement, on ne sait pas alors ce qu'il y a dedans. Et on pense que c'est du plomb. Il faudra d'ailleurs tout de même attendre la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire plus de 200 ans plus tard tout de même, pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait en fait zéro plomb dedans. Enfin bref, celui-ci se répand ainsi peu à peu au cours des 100 années suivantes dans l'Europe. On retrouve ainsi par exemple des traces de son utilisation en 1662 dans la ville de Nuremberg, une ville évidemment mondialement connue pour ses crayons, où un certain Friedrich Steitler fabriquait alors des crayons entourés de bois et avec des mines en graphite. Enfin de plombagine, enfin bref. Et oui, le graphite étant en fait très friable, celui-ci demandait à être entouré pour être protégé. Ce qui fait d'ailleurs qu'encore de nos jours, nos crayons sont toujours entourés d'un matériau. Mais problème, c'est que le dit graphite était alors pur et donc cher à produire. Il faut ainsi attendre 1792 et 1795 pour voir l'apparition du crayon moderne et mettre fin à cela, permettant ainsi son expansion mondiale à bas prix. Mais chose insolite, c'est que le crayon moderne a en fait été inventé deux fois par deux personnes différentes et à deux endroits différents. Une première en 1792 par un architecte et inventeur autrichien prénommé Joseph Hardmuth, qui avait mélangé du graphite et de l'argile pour créer une nouvelle mine, et une deuxième que retiendra plus l'histoire en 1795 par un peintre physicien et chimiste français prénommé Nicolas Jacques Conté. Oui, parce que lui, il a déposé un brevet. En effet, en 1795, il faut savoir que la guerre de la Révolution française, débutée en 1791, opposant donc la France et ses quelques alliés au quasi-reste de l'Europe, faisait rage. Et la France subissait alors à ce moment-là un blocus de la part de l'Angleterre, à qui elle avait déclaré la guerre en 1793. Angleterre, qui avant la guerre était en fait le principal exportateur de graphite pur, utilisé alors en France, notamment pour ses crayons. En conséquence, le dit Nicolas Conté avait en fait eu l'idée de remplacer ce graphite pur avec un mélange de graphite moulu très fin et de poudre d'argile. Compressant le tout en mine, il fit sécher les mines avec le nouveau mélange et mit le tout au four. Et là, miracle, la mine de crayon moderne était née. Encore. De qualité et peu cher, il suffisait ensuite de simplement varier le temps de cuisson et la proportion d'argile graphite pour obtenir des mines avec différents niveaux de dureté, compris entre 1 et 5, aujourd'hui remplacés et perfectionnés par le système de notation par lettres et numéros, style H, HB, 5B, etc. Bref, une fois entouré de bois et mis en vente, le crayon moderne était là. Donc en gros, si la France n'avait pas déclaré la guerre au Royaume-Uni en 1793, il n'y aurait pas eu de crayon. Vous y pensez pas à ça, hein? Conté débutera rapidement la production à grande échelle et deviendra une grande marque de crayons qui sera par la suite rachetée par le géant du stylo,
Bic. Ironie. Bic qui produit d'ailleurs aussi des téléphones, les Bic Phones, ce qui n'a, comme nous le savons tous, aucun rapport. Bref, finalement, la technique se perfectionne et se répand rapidement avant de s'exporter à travers le monde. Ainsi, en 1812, c'est-à-dire moins de 20 ans après son invention en France, les premières fabriques de crayons font leur apparition aux États-Unis, ce de par un certain William Monroe. Quel accent. Le crayon en profite d'ailleurs pour rapidement adopter une forme hexagonale, permise par l'apparition des scies circulaires. La production explose alors, à tel point que la consommation de cèdre pour le bois du crayon est si importante au début du XXe siècle qu'on en vient jusqu'à une quasi-rupture, des barrières étant même récupérées pour pouvoir continuer la production. Finalement, on en vient à utiliser du Calocédrus ou cèdre à encens, un bois ressemblant au cèdre, mais provenant ici de forêts gérées et dédiées. Combien d'arbres sont donc morts en ton nom? Le début du XXe siècle verra aussi l'apparition de la couleur pour le crayon, ce grâce à des mélanges de pigments, de minerais, de cire et j'en passe, donnant ainsi au monde des œuvres magnifiques telles que Broken Rose d'Anne Kohlberg ou encore Arc-en-ciel et Imagination par Rack l'éponge. Purée, je pleure à chaque fois que je le vois. Tout cela pour arriver de nos jours avec plus de 15 milliards de crayons vendus dans le monde par an. Et bien voilà, c'était donc l'histoire du crayon. Et mine de rien, c'était sacrément compliqué à écrire. Mais la prochaine fois, dans l'histoire des objets inutiles, nous verrons l'histoire de son plus grand et redoutable ennemi de tous les temps, la com. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur les divers réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à bientôt et avec bonne mine pour une prochaine vidéo. Je m'en lasse pas de cette blague.